Merci et bonjour à tous. Donc, je suis donc François-Xavier Djingou, fondateur du laboratoire africain de recherche en cyberstratégie. Donc, il s'agit juste d'une forme de think tank qui a pour vocation à réfléchir sur les enjeux de demain dans le cyberespace, notamment le cyberespace africain. Je suis aussi auteur d'un ouvrage qui n'a pas été mentionné ici, mais qui traite des mêmes thématiques, notamment le titre, c'est Souveraineté numérique et cyberdéfense, un enjeu de taille pour l'Afrique. Donc, je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur la thématique de cyberguerre et cyberdéfense, en explorant un peu les nouveaux enjeux que cela peut avoir pour l'Afrique. Et je remercie les organisateurs de l'ICON de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur cette thématique. Notamment parce que, et je crois que ce sera d'ailleurs le premier slide, parce que c'est une thématique qui est la plupart du temps très peu abordée dans des forums où on parle de cybersécurité. Donc, le premier slide, je ne sais pas si vous pouvez avancer. Le premier slide, je vais donc vous indiquer en fait pourquoi je pense qu'il est important de parler de cette thématique. Donc, voilà le plan. On va faire une tentative de définition des concepts, un état des lieux de la cyberguerre en Afrique, des enjeux et la nécessité de changer de paradigme, et puis quelques mécanismes de cyberdéfense et quelques perspectives. Si on peut avancer. Donc, pourquoi cette thématique? Je crois qu'en introduction, on l'a mentionné, l'actualité nous le rappelle. La guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine notamment, nous montre aujourd'hui à quel point il est important d'avoir une réflexion sur cette thématique de cyberguerre, notamment parce que la cyberguerre fait désormais partie des démarches utilisées par la plupart des États pour accompagner les opérations militaires classiques. Donc, l'importance de cette thématique n'est plus à démontrer puisque l'actualité nous le rappelle. Et il y a de nombreuses réflexions qui ont commencé à germer sur le sujet depuis quelques années déjà. Donc, vous avez quelques réflexions, quelques livres, quelques publications qui ont été faites là-dessus, juste pour vous indiquer que c'est une réflexion qui est déjà menée ailleurs. La cyberguerre en soi est une thématique beaucoup discutée dans les milieux de réflexion, mais comment dirais-je, très peu mentionnée dans nos propres réflexions en Afrique. C'est pour ça que je pense qu'il est important, lorsqu'on parle de cybersécurité désormais, d'aborder la thématique aussi. La plupart du temps, nous avons un aspect, nous abordons la protection du cyberespace uniquement sur l'aspect de la lutte contre la cybercriminalité, alors qu'il existe aujourd'hui des enjeux entre différents États dans le cyberespace. Donc, moi, mon focus, c'est donc sur le rapport de force entre les puissances dans le cyberespace, pour comprendre quels sont ces rapports de force, quels sont les acteurs en jeu, quels sont les enjeux de ces États-là, et comment est-ce que les uns et les autres réfléchissent sur la façon dont ils doivent désormais traiter cette question-là. Un peu éloigné de l'aspect purement pratico-pratique de la cybersécurité, tel qu'on peut le voir dans les différents ateliers que les experts ont d'ailleurs réellement présenté au cours de cette conférence. On a parlé des caches de flags, etc. Mais ça, c'est une réflexion sur des concepts qui nous permettent d'avoir une vision beaucoup plus globale de la protection du cyberespace en tant que milieu stratégique désormais. Donc, c'est pourquoi je pense que la thématique a une importance capitale et qui mériterait effectivement d'être présente dans ce genre de conférence. Donc, cette thématique, effectivement, part du constat que la question de la protection du cyberespace est trop souvent abordée de façon un peu biaisée en Afrique, donc, y compris dans des forums comme ceci, je l'ai évoqué. On parle beaucoup plus de la lutte contre la cybercriminalité et très peu des rapports de force entre États dans le cyberespace. Vous m'entendrez dire que ça pendant la conférence parce que je crois que c'est le message principal. À chaque fois qu'on aborde cette thématique, on laisse de côté la question des rapports de force. Donc, pourquoi est-ce qu'on laisse la question des rapports de force à côté? Parce que nous ne percevons pas encore le cyberespace comme milieu stratégique, comme espace de conflictualité et comme lieu où s'affrontent les enjeux entre différentes puissances. Donc, c'est vraiment le cœur du message. Donc, l'idée est donc de sortir de ce que j'appelle la logique des usages, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'à chaque fois quand on parle de protection du cyberespace, on se base uniquement sur les usages?
qu'est-ce que je dois utiliser pour protéger mon système d'information, quelle solution est la meilleure sur le marché, quels sont les standards pour aujourd'hui, etc. Pour entrer dans la logique des enjeux, c'est-à-dire pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est plutôt cet équipement par rapport à l'autre? Quels sont les rapports entre l'État qui abrite le producteur de l'équipement et notre État? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un niveau supérieur à la cybersécurité, qui est le cyberdéfense? En gros, est-ce que quand je prends l'équipement et que je le mets dans mon réseau, en implémentant les mesures de sécurité prévues par l'éditeur, c'est suffisant pour être protégé? La réponse, vous le verrez, c'est non, parce que désormais, ça nous donne par exemple à démontrer qu'un équipement qui va dans certains environnements peut passer par des services qui ajoutent des portes dérobées avant que ce soit implémenté dans les réseaux. Donc, l'ingénieur qui va déployer l'équipement ne tient pas compte de l'enjeu, il tient juste compte du fait que ça doit fonctionner, donc de l'usage. C'est donc le passage de la logique des usages à la logique des enjeux que je veux mettre en évidence ici. Donc, pour donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on peut s'interroger sur ce que c'est que la CDEG en soi. Donc, définir les concepts est beaucoup plus très important dans ce domaine parce qu'on est bien dans une réflexion théorique. J'insiste parce que je sais que c'est un forum très axé pratico-pratique et opérationnel. Mais ici, on va prendre un peu de recul théorique pour bien comprendre les concepts afin de voir comment leur implémentation peut être améliorée. Donc, la CIDEG, je vous l'ai dit, discutée dans les milieux de réflexion notamment. Ça vient de think tank militaires en général, mais ça a déjà débordé dans les think tanks civils parce que le concept de guerre lui-même ayant évolué, pour qu'il n'est plus juste un affrontement entre armées régulières avec des armes cinétiques. On parle désormais de guerre économique, etc. Le concept de guerre ayant dépassé le champ des armées, la CIDEG aussi a dépassé ce champ-là. La réflexion sur la thématique a dépassé le cadre militaire. Mais vous verrez que les définitions initiales sont beaucoup plus axées, sont militaro-centrées en quelque sorte. Donc, ce sont des actions menées par un État-nation pour pénétrer les ordinateurs ou les réseaux d'une autre nation dans le but de causer des dommages ou des perturbations. Donc, Jacques là, c'est un consultant américain qui a travaillé sur les politiques publiques américaines en matière de cyberguerre. Donc, Bertrand Boyer, qui est un théoricien français en la matière aussi, nous indique que la cyberguerre n'est pas une fantaisie de technophiles, ce n'est pas un affrontement de technologie, mais bien un moyen supplémentaire d'atteindre des buts politiques. Donc, on l'a indiqué tantôt en Ukraine. Au début de la guerre, la Russie a mené des actions des cyber-opérations pour entamer ou pour endommager l'accès à Internet dans beaucoup de villes en Ukraine. Et vous avez vu que Elon Musk, par son système Starlink, a permis à l'Ukraine de rester connectée. Donc, on est bien dans une logique d'affrontement. La Russie avait prévu de couper Internet à l'Ukraine, mais l'Ukraine est restée connectée parce qu'un acteur extérieur, notamment Elon Musk, avec l'appui du Pentagone, leur a permis d'utiliser son réseau de satellites pour pouvoir accéder à Internet, qui a d'ailleurs été piraté par la suite par la Russie quelques mois plus tard. C'est pour ça qu'il a commencé à enlever ces satellites-là à la disposition de l'Ukraine. Vous avez tantôt vu aussi, l'Ukraine a appelé des volontaires en ligne pour constituer ce qu'ils ont appelé une IT Army, attaquer les systèmes russes pendant la guerre. Et on a bien des acteurs russes également qui ont fait pareil, notamment le groupe Killnet. Vous savez que la Russie a beaucoup de groupes organisés qui gravitent autour de l'État même et qui parfois peuvent mener des actions au service de l'État russe. Donc, le groupe Killnet, par exemple, a mené également une série d'attaques en réponse à ce que la IT Army faisait. On est bien dans une logique d'affrontement. Et pour réaliser ce type d'attaque, ce type d'opération, je souhaitais aussi vous proposer la définition de cyberarmes, entendu comme moyens de cyberguerre qui sont utilisés, conçus ou destinés à être utilisés pour blesser ou tuer des personnes ou endommager, détruire des objets. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences requises pour qualifier la cyberopération d'attaque. Donc, si on parle dans des détails un peu plus avancés, cyberarme, en réalité, c'est tout dispositif numérique
qui peut endommager les systèmes d'information en général d'un État. Pour parler de cyberguerre ou de cyberarme, on se place dans une logique d'affrontement. Toute cyberattaque ne relève pas de la cyberguerre, mais beaucoup de cyberopérations peuvent relever de la cyberguerre lorsqu'on est. Il y a certains critères qui sont pris en compte, notamment le fait qu'on cible les infrastructures critiques de l'État, le fait que ce soit commandité par un autre État, et le fait que la cible soit, en général, un État effectivement. Donc, voilà quelques éléments. En termes de cyberarmes, je peux vous donner l'exemple de Stuxnet. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Donc, il s'agit notamment d'un virus qui a littéralement ralenti le programme d'enregistrement nucléaire de l'Iran entre 2006 et 2010, qui aurait été probablement mis en place par les États-Unis et Israël dans une logique d'affrontement. Ça a été choisi comme cyberarme, comme ça a été un choix tactique en quelque sorte. La discussion a été entre bombarder cette infrastructure-là et le ralentir de façon un peu plus subtile. On est bien toujours dans une logique d'affrontement. J'insiste là-dessus. Est-ce qu'on peut... Il y a un slide avant ça, non, c'est bon. Donc, l'écosystème de la cyberguerre, rapidement, vous avez quelques belligérants, j'insiste sur le fait que ce soit des États, des gouvernements, des armées, etc. Les cibles, en général, ce sont donc ce qu'on appelle les infrastructures critiques de façon globale. Quand on fait de la cybersécurité, je crois qu'on fait à peu près de quoi on parle de toute infrastructure dont le fait de saboter ou de porter atteinte pourrait avoir un impact sur le fonctionnement de l'État. Donc, ça peut être les systèmes de défense, mais ça peut bien être le système électrique, le système hydraulique, etc. Tout système dont le fait de l'endommager pourrait avoir un impact sur le fonctionnement de l'État. C'est ça, les infrastructures critiques. Donc, les moyens à mobiliser pour réaliser une cyberopération qui peut être qualifiée d'actes de cyberguerre, on reviendra dessus plus tard. Il y a bien des moyens financiers, parce qu'il faut avoir des moyens pour développer des cyberarmes, pour former du personnel qualifié en matière, etc. Donc, des moyens techniques. Il faut qu'il existe une base industrielle sur laquelle on peut s'appuyer pour développer ce type de solutions, notamment matériel, logiciel, etc. Il faut bien qu'il y ait une base industrielle qui existe. Les moyens humains, je l'ai dit, donc développer une main-d'œuvre qualifiée, pour qu'il y ait des experts en matière, pas seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan stratégique. Et puis des stratégies, donc laboratoire de recherche, etc., la décision politique. Donc, tout cela relève bien donc, de ce qu'on pourrait appeler l'écosystème de la cyberguerre, parce que la plupart de ces acteurs en font partie. Je l'indiquais en début, la guerre a désormais débordé le champ militaire pour entrer dans le champ civil. La cyberguerre aussi est désormais considérée comme ayant débordé le seul champ militaire. Parce qu'il y a notamment, je l'ai indiqué tantôt, il y a des groupes civils, des groupes d'acteurs malveillants qu'on appelle les APT, Advanced Persistent Threat, qui parfois contribuent à l'effort de guerre de leur État. Prochain slide. Donc, le champ lexical de la cyberguerre est beaucoup plus large que les définitions que je vais vous proposer là. Donc, en général, si vous entrez en détail dans la thématique, vous verrez parler de cyberdissuasion, de cyberdiplomatie, etc. Donc, tout élément qui relève bien du traitement des rapports de force entre États. Donc, j'indique ici uniquement la cyberdéfense, parce qu'en général, c'est la réponse standard, adaptée, appliquée aux questions de cyberguerre. Mais la cyberdéfense est en général comprise de deux façons. C'est pour ça que j'ai mis cette définition. La façon la plus habituelle de comprendre la cyberdéfense dans le langage des experts, c'est parfois quand on met en place un système de protection un dispositif de protection des systèmes d'information, notamment avec des sondes de détection, etc., qui peuvent permettre de réagir à un incident. Donc, une organisation peut y avoir mis en place un système de cyberdéfense, en ce sens que, désormais, elle a mis en place un dispositif qui peut permettre de détecter une attaque et de réagir. Cependant, ce n'est pas exactement de ça que je parle quand je parle de cyberdéfense ici. Je l'entends dans un sens beaucoup plus global, orienté cyberguerre, en ce sens que c'est le dispositif
qui permet de protéger le cyberespace d'un État, si tant est qu'on sait le définir. Donc, l'analogie que je prends habituellement, c'est que, en considérant le cyberespace comme territoire, parce que ce sont les adjectifs qu'on utilise pour le qualifier désormais, la cybersécurité reviendrait à assurer l'ordre, le maintien de l'ordre au sein de ce territoire-là. Mais la cyberdéfense reviendrait à protéger ses frontières. Donc, on est dans une autre logique ici. Donc, la logique de cyberdéfense que j'entends ici, c'est bien la protection des frontières du cyberespace tant qu'on arrive à le définir. Et ça se décide, donc ça se discute au niveau militaire, au niveau de l'État. C'est pour ça qu'on parle ici du concept de sécurité nationale et militaire de l'État qui tient compte du cyberespace, de technologie de l'information, des besoins de protection, etc. Donc, on considère déjà ici le cyberespace comme un milieu stratégique. Ça, c'est très important. Je viens donc sur la définition du cyberespionnage, qui est une des, qui, de mon point de vue, est une des actions relevant de la cyberguerre, en ce sens que, quelles que soient les opérations de guerre qu'on veut mener, il y a toujours une phase de collecte de l'information. Il y a toujours une phase au cours de laquelle on se renseigne sur la cible, et en général, ça passe par des méthodes de cyberespionnage. Donc, le cyberespionnage est une action de collecte et de vol de l'information d'un tiers par des moyens et outils numériques. Donc, j'ai indiqué ça tantôt, la conditionnalité, à la différence des autres types de cyberopérations, pour que ces concepts soient opérants. C'est bien qu'on soit en face de l'engagement de la participation d'un État, que son intention soit affirmée de nuire aux intérêts stratégiques d'un autre État. Donc, globalement, voilà les conditions qui permettent de parler soit de cyberguerre, cyberespionnage, ou alors de l'utilisation d'une cyberarme au centre où on entend la définition des armes même. Prochaine slide. Donc, je n'ai pas insisté ici sur les exemples de cyberguerres qui ont ou dans d'autres aires géographiques, parce que je crois que c'est facilement trouvé en ligne. Comme il n'y a pas beaucoup de temps, je préfère me concentrer sur ce qui se passe concrètement en Afrique. Mais avant d'arriver sur les cas de l'Afrique, il est important, de mon point de vue, pour bien analyser le concept de cyberguerre, de comprendre la structuration des menaces. Donc, il y a trois grandes catégories de menaces lorsqu'on veut bien évaluer la cyberguerre. On parle de lutte par l'information, ça c'est de la subversion. Donc, en gros, c'est tout ce qui se fait au niveau de ce qu'on appelle la couche informationnelle du cyberespace, notamment la propagande, la désinformation, la manipulation de l'information, etc. Donc, tout ça, ce sont des opérations de type subversif. Donc, on appelle ça de la lutte par l'information, par le contenu. On manipule du contenu pour atteindre un but stratégique. Maintenant, il y a la lutte pour l'information, qu'on appelle du cyberespionnage concrètement. Quels sont les dispositifs et les moyens qu'on met en place pour intercepter, voler, capturer l'information d'un tiers. Et on a la lutte contre l'information, ça c'est du sabotage. C'est toutes les opérations qui vont consister à endommager, à détruire l'information. Peu importe la façon dont on le fait, ça peut être par un bombardement qu'on dit carrément, mais ça peut être par des DDoS, etc. De toute façon, c'est empêcher le critère légitime d'user de son information. Donc, on peut corrompre, on peut saboter l'information. Et donc, les différents types de cybermenaces, on met la cyberguerre à côté, mais je vais vous donner une perspective par rapport aux autres types de cybermenaces qu'on peut avoir. De mon point de vue, le cyberterrorisme peut relever de la cyberguerre aussi. Et vous avez la guerre contre l'information, le cyberactivisme, le cybercrime. Et la plupart du temps, c'est du cybercrime qu'on traite lorsqu'on parle de cybersécurité. Alors qu'il y a bien d'autres types de menaces, il est important d'avoir un focus sur celle-là aussi. Ok, slide. Donc, quelques opérations ou incidents connus ou pas d'ailleurs, qui de mon point de vue pourraient relever de la cyberguerre et qui ont eu en Afrique, il y en a beaucoup d'autres. Mais on peut constater que la plupart des opérations sont relativement liées au cyberespionnage. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, la plupart des systèmes d'information dans nos environnements n'ont pas de dispositif pour détecter ce type d'attaque. En général, le cyberespionnage peut durer plusieurs années dans le même environnement sans vraiment être détecté si on n'a pas des experts qualifiés pour. Donc, vous avez le cas du programme d'espionnage Baba qui a duré de 2006 à 2011.
qui est attribué à la France. Et ça fait partie des révélations d'Edward Snowden, qui nous dit qu'il y a eu un programme comme ça, qui a eu dans plusieurs pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, l'Algérie, etc. Et il s'agissait d'un logiciel malveillant qui capturait à peu près tout ce qui se passait sur l'ordinateur des machines électriques pendant plusieurs années. L'objectif étant de détecter quelles sont les informations pertinentes à utiliser par les services. Et je rappelle que ça se passe dans la période où il y a des troupes en Côte d'Ivoire, par exemple, et à l'Algérie aussi, et où la France est d'une certaine façon impliquée. Donc, il y a toujours un rapport plus ou moins géopolitique avec des opérations qu'on peut qualifier de cyberespionage ou de cyberguerre. Donc, je crois que nous avons parlé de l'espionnage du siège de l'Union africaine, qui, de mon point de vue, est une réelle catastrophe, même si on n'en parle pas beaucoup, qui aurait duré entre 2012 et 2017, et où, selon les informations qui ont été révélées au grand public, mais d'ailleurs par les sources internes aussi, la Chine aurait exfiltré des masses d'informations du siège de l'Union africaine pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce que le bâtiment a été offert avec le système d'information. Donc, chaque soir, les informations seraient exfiltrées vers les serveurs à Shanghai pendant plusieurs années sans que personne ne se rende compte. Et vous savez bien que c'était un endroit où il y a des hauts diplomates qui traitent des questions sensibles pour l'Afrique. Ça, pour moi, c'est une vraie catastrophe. La tête Pegasus, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il s'agit d'un logiciel conçu par une entreprise israélienne qui s'appelle NSO Group, considéré par Israël comme une cyberarme, parce que pour être vendu à l'étranger à un tiers, doit être autorisé par le ministère de la Défense israélien. Il y a donc des pays africains qui ont acquis le logiciel pour différentes raisons, certains pour la lutte contre le terrorisme en ligne, etc., d'autres pour des raisons politiques, le Togo, le Maroc, etc. D'après les dernières révélations, les services marocains pourraient espionner par exemple le président français Macron, Emmanuel Macron, à partir du logiciel par exemple Pegasus. Donc, plusieurs pays africains l'utilisent pour diverses raisons et il est considéré comme une cyberarme. Donc, en termes de l'opération qu'on peut considérer comme cyberguerre, j'ajoute ici l'utilisation des drones par Boko Haram au Nigeria. Donc, ça a été rendu public par un officiel militaire nigérien en novembre, si je ne me trompe pas, 2019, qui indiquait que le groupe terroriste avait manipulé ou modifié les drones commerciaux pour perpétrer des attaques contre l'armée nigérienne dans le nord du pays. Donc, ça relève bien de la cyberguerre ou du cyberterrorisme, s'il vous plaît. Mais surtout, ça démontre que le cyberterrorisme n'est pas juste une question de propagande. Parce qu'en général, quand on parle de cyberterrorisme, on se limite à la revendication des actes terroristes en ligne ou alors au recrutement des nouveaux fanatiques, en quelque sorte. Par contre, on ne fait pas état du fait que les groupes terroristes peuvent aussi utiliser des outils cyber pour mener des opérations militaires concrètement. Donc, ça remet un peu en cause l'état actuel de la connaissance sur la cyberterrorisme uniquement. Donc, on passe aussi des cas Cambridge Analytica, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dans le TDM, dans une attaque de type, une attaque dans une opération de type Destiny, où cette entreprise-là a réussi à manipuler, en quelque sorte, ou influencer les citoyens pour voter dans leur. C'est le même groupe qui aurait influencé la campagne du Brexit ou alors les élections de Donald Trump. Or, qui je trouve intéressant de la Fondation Heritage Foundation, c'est une ONG américaine qui fait état de ce que au moins 186 bâtiments officiels africains seraient encore en cours d'espionnage par la Chine, parce que c'est eux qui ont fait le bâtiment et qu'ils ont des dispositifs numériques installés dans ces bâtiments-là. Je rappelle que ce type d'information peut être pris avec des pincettes parce que c'est à l'intérêt des États-Unis de le dire. Et ça a le mérite de se faire vérifier. Parce que, apparemment, comme on n'est pas dans une logique d'affrontement, on ne prend pas souvent la peine de faire ce type de vérification. Normalement, quand on est dans une logique de cyberdéfense, avant d'installer quelque sorte de type de matériel dans un environnement, il y a un processus qui permet de se rassurer qu'on n'a pas des portes dérobées, etc. Ce type de choses. Donc,
Globalement, voilà l'état des lieux de la cybergériatrie, mais il peut y avoir d'autres incidents qui relèvent de la prochaine slide. Je vous ai mis ici un ensemble de, si vous voulez, les APT, les avances persistantes faites, qui sont des groupes malveillants qui opèrent, qui font des opérations dans le cyberespace de différentes cibles. Donc, en général, les CERT nationaux, dont les centres de réponse aux incidents, font des rapports annuels où ils indiquent quel est l'état de la menace dans le pays ou dans le continent. En général, c'est comme ça. Et pour la plupart des pays qui ont ces CERT nationaux-là, quand ils font l'état de la menace, ils indiquent donc quels sont les groupes qui s'attaquent aux intérêts de leur État. Comme on n'a pas ce type d'opération ici, en général, il y a d'autres CERT qui le font de façon globale, qui font un aperçu global des menaces dans le monde. Et j'ai donc récupéré le rapport de 2019 où j'ai extrait un peu les menaces, les groupes de menaces sur les pays africains. Et quels sont les types de menaces de ces pays-là? En général, malheureusement, ne faisons pas cette opération nous-mêmes. On n'est vraiment pas au courant de l'état de la menace dans différents États, notamment du point de vue de la cyberguerre. On ne sait pas quels sont les groupes qui attaquent nos intérêts stratégiques parce qu'on n'a pas de dispositifs pour les détecter, pour pas les mettre en place. Donc, vous verrez qu'il y a plusieurs types de groupes d'APT qui attaquent des pays africains pour diverses raisons. Je crois que vous pouvez à chaque fois vous faire le lien entre ces types d'attaques-là et soit une situation géopolitique ou économique. Parfois, c'est un prélude à des négociations de contrats. Parfois, c'est pour des affrontements idéologiques, tout simplement. Donc, il y a du vol d'informations beaucoup. Ce sont la plupart du temps les objectifs de l'attaque-là. Mais il y a aussi du sabotage. Et vous verrez que les pays qui reviennent le plus, c'est l'Afrique du Sud, le Nigeria, etc. Donc, les enjeux sont de plusieurs ordres. Je l'ai tantôt indiqué, il y a les enjeux économiques, les enjeux idéologiques, les enjeux stratégiques, culturels et les enjeux de souveraineté. Donc, dans le cadre d'une cyberguerre, il y a toujours différents types d'enjeux. Le cas de l'Ukraine, par exemple, on peut considérer que ce sont des enjeux stratégiques et politiques, mais dans beaucoup de cas, c'est souvent des enjeux économiques ou des enjeux d'atteinte à la souveraineté de l'État, tout simplement. Donc, je vous l'ai dit, je vais insister uniquement sur cette phrase-ci, quitter la logique des usages pour aller vers la logique des enjeux. Donc, quand j'achète un équipement et que je dois en faire un usage, est-ce qu'il répond aux besoins pour lesquels je l'achète d'un point de vue opérationnel et pratique? Oui. Par exemple, j'achète un firewall pour protéger l'accès à mon système d'information. Donc, je mets dans ce firewall les différentes règles prévues par l'éditeur, il filtre bien le trafic. Mais est-ce qu'il répond à la logique des enjeux? Pas toujours. Vous voyez la guerre entre les États-Unis et la Chine sur le cas de Huawei, qui dans beaucoup de cas, beaucoup d'appels d'offres, est le meilleur équipementier, mais qui est banni parce que considéré comme une menace à la sécurité nationale. Donc, en ce sens que, du point de vue des États-Unis, l'équipementier n'apporte pas de garantie qui lui permet de savoir qu'en cas d'affrontement avec le pays dont il est originaire, il serait protégé du point de vue de la sécurité nationale. En général, les États qui ont la capacité de produire ce type d'équipement ont toujours une main mise là-dessus, ont toujours un accès et toujours, même les États-Unis. Sur les GAFAM, par exemple, ça a été démontré. Chaque fois que c'est nécessaire, ils vont donner accès aux services américains pour obtenir l'information dont ils ont besoin. Donc, oui, pour les usages, mais quelle est la question qu'on se pose pour les enjeux? Les câbles, les câbles sous-marins fibre optique qui desservent l'Afrique, par exemple. Oui, c'est utile, on a besoin de plusieurs câbles parce qu'il faut avoir de la redondance. Mais qui gère ces câbles? Dans le consortium qui gère ces câbles, est-ce que les États africains sont majoritaires? Non. Donc, en cas de conflit, on peut nous couper l'accès à Internet, simplement. C'est ça la logique des enjeux. Le DNS, les serveurs racines sont, pour la plupart du temps, gérés par d'autres entités, notamment l'ICANN, qui peuvent nous donner accès ou non. De façon habituelle, oui, ils nous donnent accès. On peut utiliser le DNS sans problème. Et si on est en conflit, est-ce qu'on a la garantie qu'on pourrait continuer à avoir accès à Internet? Non, puisqu'on n'a pas le DNS racine sur le continent africain. Donc voilà la logique des enjeux que je veux souligner ici. C'est tout l'objet de mon propos. Quitter la logique des usages pour entrer dans la logique des enjeux. Donc,
de mon point de vue, donc, cette logique des enjeux n'est pas prise parce que nous n'avons pas encore considéré, nous, Africains, le cyberespace comme terrain d'affrontement, comme milieu stratégique. On était à une conférence récemment au Forum national sur la cybersécurité, la cybercriminalité au Cameroun. Il y a des officiers qui ont parlé du dispositif de cyberdéfense camerounais, par exemple, mais qui, dans l'énumération des acteurs, n'ajoutaient pas les États. Donc, même de leur point de vue, ne considèrent pas cette approche d'affrontement entre États-là qui pourtant me semble nécessaire pour dépasser le paradigme actuel. Donc, j'insiste de ce fait, comprendre le cyberespace désormais comme milieu stratégique. Et d'ailleurs, l'OTAN le considérait comme le cinquième champ de bataille, au même titre que les autres. Donc, la terre, la mer, etc. Donc, s'il est un champ de bataille, il faut le considérer comme tel et réfléchir là-dessus de cette façon. C'est pour ça que beaucoup d'États créent des commandements militaires spécifiques relatifs au cyberespace. Donc, cela nous permettrait donc d'évaluer l'autonomie et la liberté d'appréciation des décisions de l'État cyberespace, ce qu'on ne peut pas forcément avoir aujourd'hui, parce que sur les différents couches du cyberespace, il n'y a pas de levier de souveraineté, notamment par le cas de matériel, donc sur la couche physique, on n'a presque pas de levier. La plupart des data centers présents sur le continent sont détenus par des tiers, etc. Et en ce qui concerne les documents officiels aujourd'hui, puisqu'il n'existe pas de doctrine de cyberdéfense, aucun document officiel ne fait état du rapport de force entre acteurs dans le cyberespace. La plupart des documents que vous voyez, c'est des plans de développement numérique, c'est des stratégies de transformation numérique, ou même les stratégies de cybersécurité. On traite toujours de la lutte contre la cybercriminalité des arnaqueurs, mais jamais de rapport de force. Donc, je l'indique pas pour sous-estimer le fait qu'on lutte contre la cybercriminalité, mais pour insister sur le fait qu'il y a un continuum, et c'est le continuum qui est mis en évidence ici. C'est-à-dire, autant il y a de l'insécurité dans le cyberespace, autant il y a des intérêts stratégiques en jeu et de la conflictualité entre différents États. Donc, en termes de mécanismes, à date, il n'existe pas de mécanisme ou de dispositif de cyberdéfense concret mis en place, soit au niveau des États ou au niveau de l'Afrique, de l'Union africaine d'ailleurs, mais de l'Afrique de façon globale, à quelques exceptions près. Mais il n'existe pas vraiment de dispositif complet, puisqu'effectivement, on ne traite pas le cyberespace comme une stratégie. Donc, pourtant, la cyberguerre est bien là, on l'a indiqué au début. Donc, il est nécessaire de sensibiliser massivement les décideurs et les dirigeants sur ces nouveaux paradigmes, sur le dépassement de la lutte contre la cybercriminalité. Donc, quelques mesures à mettre en place. Bon, je crois que vous aurez le temps de le lire, notamment créer une agence africaine de cyberdéfense qui va réfléchir sur cette thématique ou élaborer une doctrine africaine en matière de cyberdéfense pour identifier quels sont les intérêts stratégiques de l'Afrique dans le cyberespace, etc. Et proposer quels pourraient être les mécanismes à mettre en place. Ce qui est important ici, c'est qu'on peut, par exemple, faire une mise à jour de la politique africaine commune de sécurité de défense en ajoutant une dimension cyber, tout simplement, qui permettrait de prendre en compte ces enjeux-là. Donc, j'indiquais qu'il y a quelques exceptions en Afrique qui réfléchissent quand même sur la thématique. Donc, en Afrique du Sud, le Nigeria, parce qu'ils sont éligibles, parce que c'est des pays, la plupart du temps, très attaqués en la matière et qui ont des affrontements idéologiques avec d'autres pays, donc qui sont conscients de ce type de risque. Vous savez, par exemple, que sur la question du barrage, du nouveau barrage sur le Nil, en réponse à une décision de l'Éthiopie, un groupe d'attaquants égyptiens a mené des attaques contre les sites officiels gouvernementaux éthiopiens. Et j'étais régulièrement en conflit avec d'autres pays du Moyen-Orient, donc plus ou moins fait de ce risque. Mais j'ai souligné ici l'exemple du Rwanda, qui depuis 2015 a mis en place une politique nationale de sécurité, mais qui surtout a créé une autorité directement sur l'autorité du président de la République pour l'aider à réfléchir sur les questions de cyberdéfense. C'est d'ailleurs un militaire, un officier, qui est le responsable dirigeant de cette agence, l'Agence nationale de cybersécurité. Donc, il y a une unité spécialisée dans l'armée rwandaise qui traite de la cyberdéfense. Donc, quelques perspectives. Bon, on va aller rapidement, mais c'est juste pour vous indiquer que relativement à la cyberguerre, donc, il y a des réflexions qui sont en cours dans d'autres espaces, notamment quelle sera l'évolution du droit
international humanitaire, histoire des conflits armés dans le cyberespace. Est-ce qu'il va s'appliquer, de quelle façon, sinon pourquoi, quels sont les dispositifs qui vont être mis en place, etc. Des réflexions assez profondes. Et dans cette question de la conflit dans le cyberespace, il y aura de plus en plus de conflits ou bien d'opérations cyber qui vont accompagner les autres types d'opérations militaires. Ça, c'est acquis. Donc, le développement des cyberarmes, la plupart des États ont désormais une doctrine de lutte informatique offensive, ce qui les pousse à développer des cybercapacités offensives, c'est ça qu'on appelle les cyberarmes, donc des moyens de pouvoir contraindre la volonté de notre État par le cyberespace. Et en général, ils ne vont pas beaucoup communiquer sur les cyberarmes qu'ils développent, puisque dès qu'il est utilisé, ce qu'on appelle les armes emploi unique. Dès qu'il est utilisé, on sait comment il fonctionne, donc on peut le contrecarrer. En général, on ne communique pas sur son existence ou sa façon de fonctionner. Donc, vous avez toujours aujourd'hui des tentatives d'accroissement de la puissance des États par le cyberespace, notamment par l'acquisition de nouveaux marchés. On le voit, l'Afrique est un terrain privilégié de ce type d'acteurs. On a sur place Huawei, Cisco, les GAFAM qui arrivent, etc. Chacun voulant accroître son marché sur le marché au niveau du continent africain et par la même occasion accroître la puissance de son État. Donc, etc. Donc, vous avez beaucoup de perspectives en matière d'évolution de la cyberguerre sur lesquelles il est intéressant de réfléchir. Et donc, du point de vue de l'Afrique, quelles pourraient être les perspectives? Bon, il y en a plusieurs, mais j'ai choisi deux, trois ici. D'abord, pour réfléchir sérieusement sur la question, il faut savoir quelle est l'ambition qu'on se donne, quel est l'objectif qu'on veut viser. Est-ce qu'on veut simplement mettre en place un mécanisme de cyberdéfense, notamment se protéger contre les attaques extérieures sans plus? Est-ce qu'on veut de la cybersouveraineté, donc notamment la liberté de décision et d'action dans le cyberespace, ce qui passe par la maîtrise des leviers de souveraineté, comme bêtement créer un système d'exploitation africaine, aussi bêtement que ça, créer un algorithme de chiffrement africain, puisqu'aujourd'hui on utilise des algorithmes étrangers. En général, quel que soit le niveau de sécurité qu'on dit avoir, il y a bien quelqu'un qui détient les clés. Ce n'est pas nous. Si vous utilisez RSA, c'est RSA qui détient les clés. Snowden nous a dit qu'il est possible d'obtenir les clés privées chez RSA. Donc, même quand la communication est chiffrée par des algorithmes étrangers, il y a quand même la possibilité qu'en cas de conflit, le secret soit dévoilé. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite protéger concrètement? Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? Est-ce que c'est la cyberpuissance, au sens où on devrait développer des capacités qui nous permettent aussi de contraindre la volonté de certains États? Donc, pas juste se protéger ou contrôler sa souveraineté, mais être capable d'attaquer ou de contraindre la volonté des autres. Concrètement, développer des cyberarmes aussi, des opérations offensives. Donc, pour pouvoir avoir des perspectives sur le plan africain, pour déjà répondre à la question de l'ambition, de l'objectif, et de définir ce qu'on attend par le cyberespace africain. Moi, je suis obsédé par cette question parce que tout le monde dit cyberespace africain, cyberespace camerounais, personne ne sait ce que ça veut dire. On dit que c'est un endroit habituel, c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup d'éléments tangibles du cyberespace. Nous-mêmes, en tant qu'acteurs, on fait partie du cyberespace. Les téléphones sont tangibles, font partie du cyberespace, les data centers, les câbles, etc. Donc, il n'y a pas que de la virtualité. Qu'est-ce que ça veut dire le cyberespace concrètement pour l'État? Les réflexions nous disent que c'est un espace de représentation, donc un espace où les gens projettent leur vision du monde. Quelle est la nôtre? Donc, comment est-ce qu'on peut définir le cyberespace africain le plus concret si possible, et à partir de là, appliquer cette ambition là-dessus. Et c'est vrai, en fonction de l'ambition, on peut élaborer une pensée stratégique du cyberespace, que j'appelle ici la belle stratégie africaine. Donc, voilà la teneur de mon intervention, et je vous remercie de m'avoir écouté. Passer à des questions. Yes. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à l'ambassadeur. Déjà, je tiens aussi à remercier l'équipe de Congo pour cette opportunité en fait, de partager et d'apprendre des autres en, fait, en matière de cybersécurité. En fait, pour nous, les défenseurs de la culture africaine, les patriotes en fait, en matière de ça, c'est une thématique assez intéressante. Imaginez une question.
vous l'avez dit tout à l'heure, pour tout ce qui est équipement, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est ressources en fait, cybernétique ou de protection que nous utilisons au quotidien. Lorsqu'on parle de cybersécurité, si on parle par les autres. Il y a un cas, c'est passé très récemment, c'est vrai, c'est en Indien, dans un ministère de la place, où ils ont fait appel à des Canadiens pour consommer un logiciel qui devait servir, comment consommer des choses, comment dire ça comme ça. Et puis, il y a un problème en fait sur ce logiciel-là. On s'en rend compte que pour la résolution du problème, les Canadiens qui sont demandés de laisser, ils ont pris la main à distance pour faire résoudre ce problème-là. Et ça n'a pas poussé à cette question en fait. Et mais ça amène moi particulièrement à me demander si c'est vrai, parce que il y a une intrigue, c'est que les Chinois aujourd'hui parviennent à fabriquer un téléphone par exemple. Et nous, on a 15 000 francs. Et moi, je me demande, est-ce que dans 50 ans, l'Afrique sera capable de faire ce genre de choses? Est-ce que dans 50 ans, il y a un pays en Afrique qui sera capable de faire cela? Aujourd'hui, les Chinois nous fabriquent des montres connectées, des laptops. Nous prenons cela à 30 000 par exemple, 25 000 par exemple. Donc, moi, est-ce que, je viens de vous savoir si, est-ce que la seule solution, en fait, à la problématique de l'État, ne soit pas la cybersécurité, n'est pas économique? Est-ce que la véritable solution est économique? Est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer d'abord sur les aspects économiques sans toutefois négliger l'aspect bénéfique? Mais est-ce que la véritable solution en fait, est économique? En fait, c'est ça ma question. En fait, économique dans le sens où, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une entreprise ou une start-up locale, peut-être, qui a des capacités peut-être financières en fait, pour pouvoir produire des routeurs, produire des firewalls, produire des ordinateurs, produire des serveurs. Est-ce qu'aujourd'hui sont capables de financièrement parlant, économiquement parlant, de faire cela? Merci pour votre question. Est-ce que nous sommes économiquement capables? Je dirais qu'à mon niveau, à mon avis, le problème ne se pose pas directement à ce niveau. Je m'explique. Il faut savoir que le numérique de façon globale, l'informatique, relève d'une volonté, je dirais pas politique, mais d'un questionnement idéologique. On ne crée pas Internet parce qu'on veut résoudre des problèmes économiques. On arrive à ça, d'abord parce qu'il y a des défis militaires, mais aussi parce qu'il y a des défis idéologiques. Il faut savoir que c'est dans l'affrontement entre l'ex-URSS et les États-Unis qui ont perdu la primeur d'aller sur l'espace, qui ont décidé à ce moment, par les conseillers au président de l'époque, que les États-Unis n'auraient plus jamais de retard technologique sur l'URSS. Donc quand ça part d'une vision telle que celle-là, ou d'une motivation idéologique, les moyens économiques arrivent. Pourquoi? Parce que vous le savez, les services américains, notamment la TIA, est actionnaire dans beaucoup d'entreprises américaines à travers son fonds d'investissement Incutel. Ça veut dire que ça relève d'abord d'une volonté politique et idéologique, voire stratégique. Ça relève d'une conscience de demeurer puissance. Et donc, ça recèle au niveau de l'économie parce que une fois qu'on a activé le levier idéologique, on a la capacité de mobiliser les acteurs économiques pour aller dans le sens demandé par cette idéologie. Donc, quand on développe des champions, des géants, c'est parce que derrière, il y a une vision pour ça. Quand Huawei s'étend en dehors de la Chine, c'est parce que la Chine a une vision sur plusieurs années de ce qu'elle veut faire de l'espace numérique et de ces géants. Donc, dans le projet de la route de la soie, il y a un élément qui est route de la soie numérique qui doit être dominé par les équipements chinois. C'est pas hasard. Il faut d'abord fabriquer ces géants en interne. Je rappelle que le patron de Huawei, celui qui le crée, est un agent de service. Il est d'abord du Parti communiste, bien entendu, ancien militaire, mais agent de service. Donc, il n'y a jamais une dissociation entre l'intérêt de l'État et les raisons économiques. Si on place le problème à la dimension qui nous semble importante, stratégique et de la vision, on peut, à mon sens, trouver des moyens économiques pour le faire parce qu'on a la motivation nécessaire pour ça. Donc, si dans votre ministère, le ministère que vous indiquez, on a conscience de la souveraineté numérique, d'abord, on ne prend pas pour certains types de logiciels des acteurs extérieurs parce qu'on sait que la sensibilité des informations à traiter.
Et donc, on met des moyens sur des locaux qui ont des velléités de développement pour qu'ils s'améliorent et donc qu'ils puissent accéder à ce type de marché plus facilement. C'est ce que la France est en train de faire avec le campus cyber, c'est ce que Israël fait depuis plusieurs années en créant un espace où les startups peuvent directement s'intéresser des milieux militaires pour voir quel est l'intérêt de développer les solutions qu'ils font. Donc voilà. Une question à venir. Donc, la question, I noticed that you didn't include information operation in your definition of cyber warfare and wanted to know how you will classify information operation by Russia in Central Africa, Republic à Madagascar et Mozambique. Donc, oui, la guerre de l'information, bien les opérations d'information font partie de ce que j'ai appelé tout à l'heure la subversion. Donc, c'est bien de la lutte par l'information dans un but stratégique. Donc, oui, il y a plusieurs États qui mènent des opérations d'influence sur le continent africain dans un but stratégique. Et on a vu effectivement des opérations russes en Centrafrique, je le confirme, qui font partie donc des opérations de subversion. Et oui, sont un des éléments, un des axes de la cyberguerre de mon point de vue, parce que le but recherché est stratégique et que ça se fait d'un État vers un autre. Donc, concrètement, le monsieur a raison, il y a bien l'aspect de but de l'information.